Christophe Guizard, il est ingénieur de recherche au sein de l'IRSTEA. Il va nous rejoindre pour nous parler, pour faire un focus sur l'appareil photo des smartphones, usage et potentialité. 15 minutes aussi. Non, c'est smartphone imagerie de 61. Bien, bonjour à tous. On a eu une belle introduction, du coup ça va me permettre d'approfondir ce qui a été dit, dont je partage la totalité de l'argumentaire et des perspectives. Donc moi je vais vous parler, puisqu'on me l'a demandé, de la photographie, de l'usage de la photo dans les smartphones, pour vous montrer ce qu'on peut faire, ce qui est du rêve, et ce qui est peut-être possible dans le futur. Alors, je vais rapidement passer sur l'écosystème parce qu'on a eu un écosystème présenté, donc je ne ferai que répéter ce qui a été dit, donc je vais passer rapidement. Je vais vous parler du capteur photo, donc je vais faire juste une petite introduction un peu technique, vous rappelez les fondements de ce que c'est qu'un capteur photo, parce que en vous expliquant ce que c'est, vous comprendrez les limites très rapidement. Je vous parlerai de quelques originalités et que quelques capteurs spécifiques qui existent aujourd'hui ou qui sont en train d'être développés. Après, on fera un petit panorama, mais qui n'est pas du tout exhaustif, de ce qui est possible de faire à partir de photos numériques. Et puis, je conclurai. Alors... Donc ça, c'est ce qu'on vous a montré. Donc c'est une autre manière de le montrer. Vous voyez que, en fait, le smartphone, c'est une boîte noire avec plein de choses autour, plein de capteurs, plein d'outils, plein de choses intégrées dans des trucs tout à fait minuscules. Voilà. Donc vous avez le smartphone qui est la black box. Alors le capteur photo. Bon, vous avez tous suivi des cours qui vous ont appris que on voit que parce qu'il y a de la lumière. Alors ça, c'est très important. Si vous n'avez pas de lumière, vous ne voyez rien, au moins pour la partie du spectre visible. Après, on peut voir dans le thermique, mais si vous n'avez pas d'apport de lumière, vous ne voyez rien. Le capteur photographique basique, c'est en fait des petites cellules photoélectriques qui sont faites à partir de silicium, que vous éclairez avec de la lumière, et ça vous génère un courant électrique. Et ce courant électrique, il est sauvegardé sous forme d'une valeur, il est numérisé, et on a une valeur qui correspond à l'énergie de ce signal électrique. Donc vous voyez qu'on utilise plein de petits capteurs, et vous voyez que ces capteurs, ils ont dessus un petit filtre coloré, rouge, vert et bleu. C'est pour faire de la couleur. Alors comment on fait de la couleur? C'est assez facile. En fait, vous mettez sur chaque petite cellule photoélectrique un filtre coloré qui va vous limiter le spectre reçu. Alors il y a d'autres techniques, il y a des techniques qui se font en couche, en profondeur, mais c'est très particulier. Mais bon, disons que pour les smartphones, ils sont tous comme ça, ce qu'on appelle une matrice de Bayer. Et cette matrice de Bayer, elle est constituée avec des pixels qui sont plus nombreux dans le vert parce que ça correspond à la luminance, enfin en gros partie à la luminance, et puis du rouge et du bleu. Vous voyez que ce sont des capteurs qui sont microscopiques. Vous voyez une taille du capteur Sony de 22 mégapixels en bas qui fait moins de 1 cm de dimension. Et pour avoir une information couleur, on combine ces pixels rouge, vert, bleu pour avoir votre notion de couleur. Alors on voit déjà que par la construction du capteur, vous n'avez pas la pleine résolution. C'est-à-dire que si je vous dis un capteur de 10 mégapixels, il ne fait pas 10 mégapixels en rouge, il ne fait pas 10 mégapixels en bleu, il ne fait pas 10 mégapixels en vert. Ça, c'est important. Parce que le problème, c'est qu'à part quelques capteurs, on n'a jamais accès aux pixels. Donc voilà comment on constitue une image. C'est très simple. Chaque point correspond à une intensité lumineuse.
une énergie qui est sauvegardée dans un immense tableau, comme si c'était un tableau Excel, et vous allez analyser avec le logiciel chaque cellule de votre tableau Excel, et vous avez, avec le logiciel, donc en traitement d'image, vous allez pouvoir récupérer l'information et déduire si c'est une personne, si c'est un fruit, si c'est un arbre, ce genre de choses. Donc en fait, toute la puissance de la photographie, c'est plutôt son analyse plutôt que son acquisition. Alors, voilà comment est constitué aujourd'hui un capteur sur un smartphone. Vous avez la partie acquisition, qui est donc ce réseau de cellules photoélectriques. Vous avez sur les capteurs modernes, intégrés dans le capteur, des gyromètres qui vous permettent de corriger les mouvements de votre prise de vue. Vous avez des outils informatiques qui permettent de faire l'autofocus en fonction souvent des contrastes, d'ailleurs, les images. Et puis vous avez en rouge une espèce de boîte qui est l'outil de processing de toute votre analyse d'image. Parce qu'il faut voir que votre capteur, vous allez l'illuminer d'un coup, mais il faut le vider après. C'est-à-dire qu'il faut, une fois que vous avez fait votre acquisition d'image, il faut la prendre, vider tous les pixels de l'image et les transférer à votre mémoire d'ordinateur, donc la mémoire qui va se trouver sur le smartphone. Et ça, tout se fait en série. Donc on va vider point à point votre matrice en série et on va récupérer le flux en série qu'on va remettre dans une mémoire sous forme rectangulaire. Et le problème, c'est que sur un smartphone, on n'a pas accès à cette information. On n'a accès qu'à la sortie du traitement du smartphone. Donc on ne sait pas du tout ce que fait le traitement à l'intérieur du capteur. Parce qu'il peut faire des moyennes, il peut compenser certaines choses. Si vous avez un pixel aberrant, il va le remplacer par un pixel d'à côté, et ça, vous ne le maîtrisez pas. Donc ça, c'est une des grosses limites que vous n'avez pas dans des caméras industrielles. C'est une grosse limite parce qu'on ne maîtrise pas le post-traitement qui est fait au niveau du capteur. Alors, le spectre acquis est très important. Là, vous avez quelques photos dans des spectres qui sont différents. Dans l'UV, par exemple, vous voyez qu'on voit des choses qu'on ne voit pas dans le visible. Dans l'infrarouge ou dans le proche infrarouge, on voit aussi des choses qu'on ne voit pas dans le visible. Vous voyez, par exemple, le proche infrarouge, c'est souvent utilisé quand on a de l'eau. C'est pour ça que c'est utilisé en agroalimentaire. Parce que la bande d'absorption de l'eau, c'est 930 nanomètres. Et si vous faites une acquisition à 930 nanomètres, vous voyez des différences dans le contenu de l'eau. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à discriminer de l'eau, de la terre, des plantes vertes, des plantes sèches. C'est uniquement par la longueur d'onde. Donc ça, c'est très intéressant. Sauf que, sur un smartphone, vous ne pouvez pas avoir accès à cette information-là parce qu'on a créer un capteur qui n'est fait que pour faire de la photo, pour vous faire plaisir, pour faire des jolis bleus, des jolis rouges, des jolis verts, pour prendre de belles photos, mais pas pour faire du proche infrarouge. Donc on limite l'infrarouge, on limite le proche infrarouge parce que c'est une bande qui risque de polluer la photo. Et donc vous avez un filtre qui vous empêche de voir le proche infrarouge, au moins qui diminue fortement la sensibilité du proche infrarouge. Vous le voyez quand même, et pour le voir, c'est facile, vous prenez une télécommande infrarouge et vous mettez votre smartphone en face de votre télécommande et vous verrez que vous verrez la lumière de votre LED proche infrarouge, que vous ne voyez pas d'ailleurs à l'œil. Donc on le voit quand même, mais c'est très 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 limité. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'un capteur sans logiciel, ça ne sert qu'à faire des photos ou de la vidéo. Les capteurs que vous avez sur un smartphone, ils ne travaillent que dans le visible. Parce qu'il y a un marché, et c'est un marché grand public, et ce n'est pas fait pour faire autre chose. Donc il faut faire avec. Leur résolution est fortement variable, alors ça peut aller jusqu'à 20 ou 23 ou 48 mégapixels. À un moment donné, il y avait Nokia qui avait sorti un téléphone avec 48 mégapixels, mais qui ne faisait des photos finalement que de 5 mégapixels à la fin. Mais ils se servaient des 48 mégapixels pour faire des compensations et du zoom notamment. Leur gestion est très très automatisée. Du coup, ça veut dire qu'en fait, on a peu de possibilités d'intervenir sur le smartphone lui-même. Pratiquement tout est automatique. Alors on peut faire certaines choses, mais c'est très très limité. Alors aujourd'hui, je sais que sous Android et sur certains téléphones, on peut faire du mode RAW, qui est le mode natif, c'est-à-dire qu'on a accès aux pixels du capteur.
mais c'est très très marginal et surtout ça fait de très très grosses images qui sont assez longues à acquérir. Alors, il y a aujourd'hui des dispositifs qui sont en train d'émerger. On parle beaucoup de capteurs, de 2 caméras. Alors, ça c'est intéressant parce que vous pouvez avoir une caméra couleur et une caméra noir et blanc. Donc, si c'est une caméra noir et blanc, on peut faire des choses assez sympas. Et vous pouvez mettre des filtres interférentiels sur la caméra noir et blanc. Ce que vous ne pouvez pas faire quand c'est une caméra couleur, enfin, parce que vous allez toujours avoir les pixels rouge, vert et bleu. Il y a aussi l'intégration de zoom optique qu'on commence à voir apparaître. Et Sony a sorti un capteur qui est assez impressionnant, qui permet de faire de la vidéo au millième de seconde avec un smartphone, quoi. Je veux dire, c'est des trucs qui coûtaient des fortunes il y a quelques années. Et là, vous pouvez faire de la vidéo à 1000 images secondes. Bon, la vidéo, elle dure, je crois, 2-3 secondes, hein, pas plus. Mais c'est un exploit technique. Alors, dans la présentation précédente, on vous a parlé de 3D. Il y a des projets tridimensionnels qui existent, notamment le projet Tango. Donc, on a 2 fabricants qui se sont un peu lancés dans l'aventure. C'est un projet initié par Google au départ. Et il y a Samsung et Lenovo, donc ex-Motorola, qui a lancé un dispositif Tango. En fait, le dispositif Tango, c'est ce que vous allez trouver sur la Kinect de Microsoft, qui n'est pas d'ailleurs de Microsoft, qui c'est une boîte israélienne qui a développé la Kinect. C'est le même principe. C'est-à-dire il y a une caméra infrarouge, il y a une projection laser et il y a une caméra visible. Donc ça existe, ça permet de faire de la mesure de distance de manière très, très fiable. Mais bon, comme c'est un produit un peu particulier, il n'y a pas beaucoup de produits existants aujourd'hui sur le marché. Et Lenovo, je crois, a arrêté. Il n'y a que Asus qui continue à travailler dessus. Alors, le thermique. On a des solutions aujourd'hui pour faire des images thermiques à pas trop cher. C'est souvent des objets connectés, c'est-à-dire que c'est des objets qui se rajoutent au smartphone. Alors, vous avez le cas de FLIR, qui est un des plus gros fabricants de caméras infrarouges, qui a des solutions. Alors au début, c'était un dos de caméra qui se mettait sur des iPhones, et puis après, ils ont développé des plugs qui se mettent sur la prise USB. Vous avez aussi d'autres sociétés américaines qui font ça. C'est assez marginal. Il doit y en avoir 5 ou 6 qui font ça, et encore peut-être même moins que ça. C'est un marché quand même de niche, mais qui intéresse des professionnels. Alors, encore plus original, la spectroscopie en ligne. Alors, il y a quelques projets qu'on trouve aux États-Unis d'appareils qu'on plug sur votre caméra et ça éclate le faisceau. Ça vous fait, je dirais, un bel arc-en-ciel que vous photographiez. Avec cet arc-en-ciel, vous analysez les bandes colorées et vous avez effectivement des bandes qui correspondent à un spectre. Donc ça existe. Vous pouvez même le bricoler vous-même en prenant un CD, vous enlevez la couche métallisée. On arrive à faire des éclateurs de faisceaux assez facilement. Donc il y a des plans sur Internet qui existent. Si vous voulez bricoler votre spectro avec votre smartphone, c'est assez facile. Le résultat, après, ça va vous faire des images un peu bizarres. Après, il faut les exploiter. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Il y a quand même un projet assez intéressant qui a été développé par la société SIO qui se targue de faire une analyse des produits photographiés. Et il y a même un Chinois qui a installé ça dans un smartphone. Donc ils ont carrément créé un spectrophotomètre à l'intérieur d'un smartphone. Il n'y a que ce modèle que je connaisse qui fait ça, d'une marque chinoise illustrement inconnue, Shanghong, mais qui permet d'avoir un spectro sur votre smartphone. Et l'idée, c'est d'envoyer les données que vous allez acquérir avec votre smartphone, faire mouliner une base de données où il y a eu beaucoup d'échantillons qui ont été pris, et ils se targuent de vous dire qu'ils sont capables de vous dire ce qu'il y a dans votre assiette, par exemple. Quand on en parle à des spécialistes de la spectroscopie, ils ont un peu un sourire en coin, en disant que bon, si c'était si facile que ça à faire, il y a longtemps que ça serait fait.
En fait, le problème, c'est les bases de données et l'adéquation entre la mesure que vous faites et la base de données sur lesquelles on a appris les denrées alimentaires. Il y a un autre exemple assez original, fait par Fraunhofer Institute en Allemagne, qui ont retourné le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent l'écran LCD de votre smartphone. Ils s'en servent d'illuminants, donc ils jouent sur l'illumination, ils illuminent de manière colorée. Là, c'est en blanc, mais ça doit être de plusieurs couleurs. Et ils récupèrent la lumière réfléchie par le produit, et d'après ce qu'ils disent, ils sont capables de vous donner, notamment, par exemple, les pesticides. Pareil, quand on discute avec certains spécialistes, ils sont un peu dubitatifs. Mais en fait, l'idée est assez maligne. C'est pas nouveau. Mais ça vous montre qu'avec des choses assez simples, si vous avez les bons algorithmes derrière et si vous n'êtes pas trop prétentieux sur le résultat à obtenir, on arrive à faire des choses assez sympathiques. Il ne faut pas demander la Lune et il ne faut pas mesurer le ppm avec ça. Hein. Mais ça doit pouvoir donner des résultats assez intéressants pour des caractérisations assez carrées, quoi. Alors, on peut faire aussi du NIR avec un smartphone. Alors là, il vous faut une loupe binoculaire, des petits doigts, des pinces. Il suffit d'enlever votre filtre qui se trouve sur le capteur de votre smartphone, le filtre infrarouge, et le remplacer par un filtre proche infrarouge, et vous faites des photos dans le proche infrarouge. C'est ce qu'on utilise notamment sur les drones. Souvent, les gens qui font des drones, ils ont 2 caméras ou 2 appareils photo, un qui n'est pas modifié et un qui est modifié. En fait, la modification, c'est juste enlever le filtre qui est juste devant le capteur, le capteur CMOS, et vous le remplacez par un filtre proche infrarouge dans une bande, je sais pas moi, 930 nanomètres si vous voulez voir l'eau. Et vous combinez après les photos avec ça. Donc là, c'est possible. Il y a une société américaine qui le fait à votre place. Alors, ils le font sur les Nexus 5X. Ils ne le font pas sur tous les smartphones parce que le problème, c'est qu'il faut pouvoir démonter votre module photo et séparer l'objectif du capteur. Et ça, c'est pas si facile que ça à faire. Alors, j'ai trouvé un brevet américain dans lequel ils ont imaginé un capteur fabriqué à partir d'un renvoi de deux guides d'onde qui envoient ça sur un capteur CMOS. Voilà, bon, ça reste un brevet. Tout le problème de ça, c'est qu'il faut trouver l'industriel pour le mettre en musique, et ça, c'est pas évident, comme ça a été dit par ailleurs. Alors la question qu'il faut se poser, ça a été posé tout à l'heure, c'est en fait quelle est l'utilité de vouloir tout faire avec votre smartphone. Pourquoi pas utiliser un objet connecté qui serait dédié à ça. Et effectivement, moi je suis convaincu, et je rejoins ce que vous avez dit, c'est la solution. Au moins c'est la solution quand vous n'avez pas un marché de millions d'exemplaires. Donc il vaut mieux faire un objet connecté qui va communiquer avec votre smartphone en Bluetooth ou autre, et puis vous faites votre smartphone, il va servir à intégrer la donnée, communiquer sur votre serveur, le serveur va mouliner à votre place, et puis il va vous renvoyer l'information et vous avez votre information. Donc je pense que pour des capteurs de type professionnel, c'est l'approche la plus raisonnable, parce qu'il n'y a pas de marché. Le marché du monde professionnel, c'est un non-marché pour du grand public, par rapport au du grand public. Alors là, vous avez 3 exemples. Bon, un petit colorimètre. Vous avez ce qui avait été développé par Sony. Il y a eu d'autres exemples. C'est-à-dire que c'est carrément un appareil photo que vous clipez sur votre smartphone. Et là, il y a un zoom. Et c'est un vrai appareil photo de type avec un capteur qui fait 2/3 de pouce. Donc là, c'est un super truc. Et vous avez la version 3D déconnectée du smartphone du projet Tango. C'est une autre marque qui a fait ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un appareil photo aujourd'hui? Plein de choses. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont faites. Et je n'ai pas pu vous donner une liste exhaustive. C'est vraiment un survol de ce qui peut se faire, ce qui existe. Quand même, ce qui existe le plus, c'est je prends une photo
Et puis, ma photo, ça me sert comme photo, quoi. Donc ça, c'est le 3/4 des applications. Mais il y a quand même des applications assez sympas. Bon, là, par exemple, il y a une application américaine qui s'appelle Cloud, où vous faites des photographies d'arbres, et puis ça vous fait une gestion un peu parcellaire de votre peuplement. Vous avez PlantSnap, ou alors son équivalent français fait par l'INRA, PlantNet, où vous faites une photo et ça vous dit d'une plante, et ça vous dit, ou d'une fleur, et ça vous dit ce que c'est. Donc ça montre la puissance de la démarche coopérative, en fait, collective, puisque en fait, ces applications-là ne marchent que si tout le monde joue le jeu, et si tout le monde envoie des photos, et c'est comme ça que la machine va apprendre, et c'est comme ça qu'on va s'améliorer. C'est un peu le wiki de la plante. Vous avez Eneo, pour vous citer qui fait du suivi pour les ASA, en faisant des photos, en expliquant que vous donnez un smartphone à un opérateur, il va se promener dans les parcelles, et puis il va voir une fuite, pof, il fait sa photo en disant, ben là, il y a une fuite, c'est géolocalisé, c'est envoyé, c'est cartographié. Ça existe aussi en ville, pour les déchets en ville, où les gens, la population, ont fait des photos en disant, oh là, la rue est sale, il faudrait que la mairie intervienne. Voilà, c'est tout ce qui est le crowdsourcing qui est très très utilisé dans les smartphones. Alors, il y a d'autres services, par exemple, là vous avez des services où on fait des comparaisons de couleurs, un index de vert sur les feuilles de maïs. Donc en fait vous avez une mire et vous faites la photo de votre feuille et vous comparez la couleur avec la couleur de la feuille. Souvent, ces applications ne marchent que si vous avez une mire, parce que la colorimétrie des smartphones, elle n'est vraiment pas garantie, entre les marques déjà, entre les modèles aussi. Donc il faut prendre beaucoup de précautions si vous voulez travailler sur la couleur. La couleur à l'extérieur, c'est quand même relativement complexe. Il y a des applications pour évaluer le taux de ravageurs sur une feuille. Vous avez des applications pour le réglage de votre pulvérisateur. Il y a des applications où vous envoyez des informations sur votre culture. Vous faites une photo de votre végétation, vous envoyez ça et ça vous dit si ça manque d'azote ou pas. C'est quand même relativement succinct, hein. Ce n'est pas des analyses chimiques précises, hein. C'est juste c'est vert, c'est un peu moins vert, c'est un peu moins vert. Ça se limite à ça. Aux États-Unis, il y a des applications qui vous permettent de comparer votre bœuf à des références du marché. Donc, si la vache est tordue, pas tordue, par exemple. Il y a une application, aux États-Unis où vous envoyez vos photos et c'est un laboratoire de recherche qui analyse votre photo et qui vous dit si vos plantes sont malades ou pas. Voilà. Il y a quand même pas mal d'applications qui tournent autour. Je fais une photo. J'envoie ça à un expert ou à un logiciel un peu spécialisé et on renvoie l'information traitée derrière. C'est les 3/4 des applications avec des photos. Alors un petit peu plus original peut-être, parce que là on fait vraiment du traitement d'image derrière. Une application espagnole qui s'appelle Vitisflower, ça a été développé dans le cadre d'Innovigne, ça c'était un projet européen. Dans Vitisflowers, vous faites une photo de grappes de raisin vraiment à un stade très très précoce, juste elle commence à faire la véraison. Et ça vous compte les petits grains. À Irstea, on a développé un dispositif un petit peu différent, mais qui va jusqu'à la détection des baies de raisin. Ça vous donne le diamètre de la baie, ça vous donne la couleur de la baie, et ça vous donne l'état de surface de la baie. Avec un support en plastique sur lequel vous pluguez votre smartphone. Alors pourquoi on a fait ce support en plastique? C'est parce que comme ça, vous pouvez tout faire avec un doigt. Parce que le problème du smartphone, vous êtes souvent obligé d'utiliser les deux mains. Et quand vous faites une photo de grappes de raisin, pour ceux qui ont déjà vu des grappes de raisin dans les vignes, il y a toujours des feuilles devant ou les grappes sont derrière. Donc il faut toujours un peu écarter. Donc soit vous êtes deux et il y a quelqu'un qui écarte pour vous, vous faites la photo, soit vous utilisez ce type de système et vous le faites avec une main. Vous faites votre photo avec une main et vous déplacez les grappes de l'autre. Et le gros intérêt de ce type d'appareil, c'est que vous avez une distance constante par rapport à votre objet. La distance constante, ça vous permet d'avoir une référence de dimension, donc vous pouvez faire du dimensionnel. Et à l'intérieur, on intègre des petites mires colorées, si bien que quand on fait la photo,
on fait systématiquement la photo avec des mires. Et du coup, ça nous permet de corriger la colorimétrie des mires, des photos. Alors, il y a aussi une autre approche qui a été un peu évoquée par mon prédécesseur, ce que moi j'appelle le LabInFone. En fait, toutes ces applications, souvent, sont basées sur simplement des process d'analyse colorimétrique. Donc, vous prenez un échantillon, c'est souvent fait pour le médical, hein. Vous prenez un échantillon, vous passez un réactif dans une petite boîte, le réactif transforme en couleur, fait une réaction chimique qui a une couleur particulière, et c'est cette couleur qui est utilisée. Ça vous évite d'utiliser des bandelettes, ce que vous faisiez autrefois. Et ça, c'est relativement facile à faire. Bon, évidemment, le truc le plus basique, c'est le pH de l'eau. Et ça vous évite de vous poser la question si la couleur elle est bien comme il faut. Là, au moins, c'est continu et c'est plus performant et plus fiable. Il vous reste 1 minute. Oui, j'ai fini. Je voulais juste vous faire une illustration de ce qu'on peut faire comme différence entre la perception et la sensation. Percevoir une chose et le ressentir, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez cette illusion d'optique, qui est l'illusion d'Adelson. Mais par cette illusion, je vous montre que le carré B a exactement la même teinte que le carré A. J'espère que vous me croyez. Hein, que le gris foncé est comme le gris clair. Bah oui. Non, ne croyez pas ce que vous voyez. Et ça, c'est un casse-tête pour l'imagerie. Donc en conclusion, l'appareil photo, c'est un appareil photo fait pour le grand public, dans un marché de masse. On a ce qu'on a, et il faut utiliser ce qu'on a. Les photos en extérieur, c'est relativement compliqué, ça demande des algorithmes très robustes, parce que justement on est en extérieur, et que l'extérieur, c'est variable. Un jour il fait beau, un jour il fait mou. Il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Interpréter une image, comme je vous l'ai montré, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. On se fait souvent piéger. Et l'image, ce n'est qu'une première étape. Vous avez une deuxième qui est l'interprétation, et puis une troisième, c'est donner la bonne information, celle qui est utile. Et ce qui est utile, ça répond généralement à un marché. Donc le développement des smartphones, il est lié au progrès technologique et au développement de l'intelligence artificielle, dans lequel j'inclus évidemment le traitement d'image, parce que le traitement d'image, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Voilà, merci. Merci beaucoup, on vous applaudit.